Mes parents ont donné la maison de vacances familiale à mon frère, la maison dans laquelle j'ai grandi en y passant chaque été. Il m'a envoyé une liste de dates de visite approuvées. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai bloqué son numéro. 6 mois plus tard, maman a appelé pour demander pourquoi j'avais manqué l'action de grâce. Mon nom est Oliver. J'ai 34 ans et je dois vous raconter le moment où ma famille a décidé que j'étais un invité dans ma propre histoire. Ce n'est pas une métaphore. Je veux dire qu'ils ont littéralement essayé de m'inscrire dans l'emploi du temps de la maison où j'ai passé chaque été de ma vie, comme si je réservais un temps partagé à Branson, dans le Missouri. Laissez-moi revenir en arrière. J'ai grandi dans une famille de classe moyenne assez standard dans l'ouest de la Pennsylvanie. Mes parents, Jean et Loretta, avaient 2 garçons. Il y avait moi, l'aîné, et mon frère cadet, Sutton, avec 2 ans d'écart. En grandissant, j'ai toujours su que Sutton était le favori. Je ne dis pas cela avec amertume. Je le dis comme on dirait que l'eau est mouillée. C'était juste un fait dans notre foyer. Sutton était plus drôle. Sutton était plus extraverti. Sutton jouait au baseball et mon père vivait pour le baseball. Je jouais aux échecs et je lisais des romans de science-fiction, ce qui, aux yeux de mon père, était à peu près l'équivalent de collectionner des peluches de séchoir comme passe-temps. Ne vous méprenez pas, Sutton n'est pas une mauvaise personne. Du moins, il ne l'était pas. Il était mon frère et je l'aimais, et nous avons passé de bons moments ensemble en grandissant. C'est juste qu'à un moment donné, la famille a décidé qu'il était le personnage principal et que je faisais partie des seconds rôles. Et une fois que cela est établi, il est vraiment difficile de réécrire le scénario. Mais voici la chose. Je n'étais pas un enfant triste et négligé pleurant dans son oreiller chaque nuit. J'ai eu une belle enfance. Mes parents n'étaient pas des monstres. Ils venaient à mes événements quand c'était important. Ils me nourrissaient. Ils me disaient qu'ils m'aimaient. C'est juste que lorsque Sutton entrait dans une pièce, le thermostat dans le cœur de mes parents montait d'environ 15 degrés. Vous connaissez ces familles où un enfant est le soleil et l'autre est une jolie lampe dans le coin? J'étais la lampe. Fonctionnelle, appréciée. Mais personne n'écrit de poème sur une lampe. Le seul endroit où rien de tout cela n'avait d'importance était la maison du lac. Mes grands-parents du côté de ma mère, Hank et Della, possédaient un magnifique chalet de 3 chambres sur le lac Restorn. Ce n'était pas luxueux. Le porche penchait un peu vers la gauche. La cuisine avait des appareils de couleur vert avocat datant approximativement de l'administration Carter, et il y avait un quai à l'arrière qui grinçait comme s'il auditionnait pour un film d'horreur. Mais c'était le paradis. Chaque été, depuis le moment où j'ai pu marcher jusqu'à mes 18 ans, nous passions 3 semaines dans cette maison. Et je parle de vrais étés, à attraper des crapets arlequins depuis le quai au lever du soleil, à manger des sandwichs au beurre d'arachide sur le porche, à s'endormir au son des grenouilles et des ronflements de mon grand-père à travers la porte moustiquaire. Mon grand-père enquêtait ma personne de référence. Il ne se souciait pas du fait que je ne sois pas sportif. Il m'a appris à faire des nœuds de pêche, à identifier les arbres par leur écorce, à rester assis assez longtemps pour que le héron s'approche. Il m'a dit une fois, quand j'avais environ 12 ans, que la maison du lac serait toujours là pour moi. Il l'a dit comme une promesse et je l'ai cru parce que Hank était le genre d'homme dont la parole était quelque chose sur laquelle on pouvait construire une maison. Quand j'avais 22 ans, grand-mère Della est décédée. Grand-père Hank a tenu bon pendant encore 4 ans. Mais la lumière s'est éteinte en lui lentement, comme une lanterne à court d'huile. Il est décédé quand j'avais 26 ans. Je me suis rendu à la maison du lac le lendemain de ses funérailles et je suis resté assis sur ce quai grinçant pendant 3 heures, regardant simplement l'eau. Je n'ai pas pleuré. Je me suis juste assis là et j'ai laissé l'endroit me bercer. Dans son testament, Hank a laissé la maison du lac à ma mère, Loretta. C'était logique. Elle était son unique enfant. Et pendant quelques années, rien n'a changé. Nous y allions tous encore en été. Je prenais une semaine de congé. Sutton venait avec la personne qu'il fréquentait à ce moment-là. Mes parents restaient là tout le mois de juillet. C'était la seule tradition qui me donnait encore l'impression d'être une famille. Puis les choses ont commencé à changer. Sutton s'est marié avec une femme nommée Jolene. Jolene était correcte. Je n'ai rien de terrible à dire sur elle. Elle était l'une de ces personnes qui étaient toujours parfaitement agréables en face de vous. Et puis vous appreniez plus tard qu'elle avait fait un commentaire sur vos chaussures ou votre appartement,
ou le fait que vous aviez apporté de la salade de choux achetée en magasin au barbecue. Elle avait des avis sur tout et la subtilité d'une alarme incendie. Mais peu importe, elle rendait Sutton heureux, et cela me suffisait. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que Jolene travaillait mes parents, spécifiquement ma mère. Voyez-vous, Jolene venait d'une famille où la propriété signifiait tout. Ses parents possédaient des maisons de location. Son oncle rénovait et revendait des maisons. Toute sa famille parlait en termes de capitaux propres, d'actifs et de plus-value. Et Jolene voyait la maison du lac comme un investisseur immobilier voit une maison à démolir dans un code postal prisé. Pas comme un souvenir de famille, mais comme une opportunité. Environ un an après le mariage, ma mère a commencé à faire des allusions. De petites choses. Elle disait à quel point il était agréable que Sutton et Jolene pensent à leur avenir. À quel point Sutton était responsable concernant ses finances. Que la maison du lac avait vraiment besoin de quelqu'un qui puisse s'en occuper à plein temps. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. J'étais occupé. Je venais de recevoir une promotion dans le cabinet d'ingénierie où je travaillais. Je sortais avec une femme nommée Waverly, que j'étais presque certain d'épouser. Et honnêtement, je pensais que la maison du lac resterait simplement la maison du lac, partagée entre nous comme grand-père-oncle l'avait souhaité. Puis, un dimanche d'octobre, mes parents nous ont invités, Sutton et moi, à dîner. Rôti chaud, purée de pommes de terre, la totale. Ma mère a même fait sa tarte au citron meringuée, qu'elle ne prépare que lorsqu'elle fête quelque chose ou qu'elle est sur le point d'annoncer une nouvelle qu'elle sait que vous n'aimerez pas. J'aurais dû interpréter la tarte comme le signe d'avertissement qu'elle était. Après le dîner, mon père s'est raclé la gorge de cette façon qu'il a quand il est sur le point de dire quelque chose qu'il a répété. J'en ai pas un homme de grand discours. Alors, quand il prépare une allocution, vous savez qu'elle a été travaillée. Il nous a dit que lui et maman avaient décidé de transférer la propriété de la maison du lac à Sutton. Pas à nous deux, à Sutton. Il a dit que c'était parce que Sutton et Jolene prévoyaient de fonder une famille et qu'il voulait s'assurer que la maison reste entre de bonnes mains, et que Sutton avait exprimé son intérêt pour effectuer des rénovations. Je suis resté assis là, une fourchette pleine de tarte à mi-chemin de ma bouche. J'ai regardé Sutton. Il hochait la tête, pas surpris. Il le savait déjà. Jolene était assise à côté de lui avec ce petit sourire que je ne peux décrire que comme le visage de quelqu'un qui vient de gagner une main de poker qu'elle jouait depuis 2 ans. J'ai posé la fourchette. J'ai demandé à ma mère si c'était ce que grand-père encore aurait voulu. Elle a pris cet air pincé qu'elle a quand on dit quelque chose qu'elle ne veut pas gérer et a dit, « Ton grand-père m'a laissé la maison, Oliver. » C'était ma décision à prendre. Et techniquement, elle avait raison. Légalement, elle lui appartenait. Mais moralement, émotionnellement, cette maison appartenait à nous tous. C'était la seule chose dans notre famille qui était censée être égale. Et ils l'ont simplement donnée à Sutton comme si j'étais un cousin éloigné qu'il voyait à l'Action de grâce. Je n'ai pas fait de scène. J'ai fini ma tarte. J'ai serré ma mère dans mes bras en partant. Je suis rentré chez moi et je suis resté assis dans mon allée pendant environ 15 minutes, fixant le volant, essayant de comprendre quand exactement j'étais devenu le genre de personne que ma famille pouvait simplement soustraire de l'équation sans scier. C'était déjà assez grave. Mais ensuite, Sutton m'a envoyé la liste. Elle est arrivée 3 semaines après le dîner. Un message texte, même pas un appel téléphonique. Sutton m'a envoyé un texte qui disait, et j'aimerais inventer cela, salut Oli, Joe et moi sommes en train de régler les détails pour la maison du lac. Voici une liste de dates de visite approuvées pour l'année prochaine. Dis-moi lesquelles te conviennent et nous t'inscrirons au calendrier. Des dates de visite approuvées. Il m'a envoyé une liste littéralement numérotée, comme chez un dentiste. Il y avait 6 week-ends répartis sur l'année. Aucun d'entre eux pendant le plein été et chacun était accompagné d'une petite note comme les meubles de Porsche seront rangés, s'il vous plaît ne les déplacez pas et s'il vous plaît, retirez les draps et faites tourner le lave-vaisselle avant de partir. Il y avait même une ligne en bas qui disait pas d'animaux, pas d'exception. Jolene refait les planchers. Je l'ai lu 2 fois. Je suis resté avec mon téléphone à la main et je l'ai lu 2 fois parce que je ne pouvais sincèrement pas croire que mon frère, l'enfant avec qui j'attrapais des lucioles sur ce même Porsche, m'envoyait des heures de visite pour la propre maison de ma famille. Comme si j'étais un locataire, comme si j'étais une connaissance à qui l'on accordait l'accès à un temps partagé dont je ne possédais même pas une part. Je n'ai pas répondu, pas tout de suite. J'ai appelé Waverly.
Elle a écouté et a ensuite dit quelque chose qui est allé droit au but. Elle avait raison. Et je pense que je le savais depuis des années, mais je continuais à trouver des excuses. Chaque anniversaire où Sutton recevait le plus gros cadeau. Chaque fête où mes parents conduisaient 2 heures pour voir les matchs de baseball de Sutton, mais ne pouvaient pas venir à ma présentation d'ingénierie. Chaque fois que ma mère nous présentait à quelqu'un et disait « Voici Sutton. Il est dans l'immobilier », puis se tournait vers moi comme si elle se souvenait que j'existais et ajoutait « Et voici Oliver. Il s'occupe d'ordinateur, d'ingénierie, quelque chose avec des chiffres. Quelque chose avec des chiffres. Je conçois des systèmes structurels pour des bâtiments commerciaux. Mais bien sûr, maman, quelque chose avec des chiffres. » Après 3 jours de réflexion, je n'ai pas envoyé de longs messages. Je n'ai pas convoqué de réunion de famille. Je n'ai pas fait de discours. J'ai juste bloqué le numéro de Sutton discrètement, complètement. Et puis j'ai continué ma vie. Maintenant, je dois être honnête avec vous, le bloquer était à la fois libérateur et terrifiant. Parce que quand vous coupez les ponts avec votre famille, même une famille qui vous a traité comme une réflexion après coup, il y a cette voix dans votre tête qui dit que vous êtes le problème, que vous êtes dramatique. Que vous devriez simplement l'avaler et vous présenter avec un sourire et être reconnaissant pour vos 6 week-ends approuvés et vos instructions pour le lave-vaisselle. Cette voix est forte et elle ressemble beaucoup à celle de votre mère. Mais Waverly m'a permis de rester stable. Elle ne m'a pas poussé à faire quoi que ce soit. Elle a juste répété, c'est à toi de décider ce que tu es prêt à accepter. Et j'ai décidé que je n'étais pas prêt à accepter d'être une note de bas de page dans ma propre famille. Pendant le mois suivant, les choses ont été calmes. Mes parents n'ont pas appelé, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ils ne prenaient pas de mes nouvelles. Ils ne se demandaient pas pourquoi je n'avais pas répondu à la liste de Sutton. Ils étaient probablement soulagés que je n'ai pas fait d'histoire. C'est ça le problème quand on est l'enfant facile. Les gens s'habituent à votre silence et le confondent avec un accord. Puis l'action de grâce est arrivée. Chaque année, l'action de grâce chez mes parents était une production. Loretta cuisinait pendant 2 jours d'affilée. Elle préparait la dinde, la farce, le ragoût de haricots verts, 4 sortes de tartes. Et cette recette de sauce au canneberge qu'elle tenait de sa grand-mère qui, honnêtement, avait le goût d'acide de batterie sucrée, mais personne n'avait le courage de dire quoi que ce soit parce que c'était la tradition. Sutton et Jolene arrivaient toujours vers midi et j'arrivais généralement vers 13 heures avec ce qu'on m'avait demandé d'apporter, ce qui était toujours des petits pains. Chaque année, juste des petits pains. Sutton apportait une bouteille de vin à $40 et recevait des éloges comme s'il avait récolté les raisins à la main. J'apportais des petits pains et on me demandait pourquoi ils n'étaient pas chauds. Cette année, je n'y suis pas allé. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas envoyé de texte. Je ne me suis tout simplement pas présenté. Waverly et moi avons cuisiné un petit repas dans mon appartement. Elle a fait cet incroyable poulet rôti au romarin et j'ai fait une purée de pommes de terre à l'ail qui était, si je reste humble, l'une des meilleures purées de la région des 3 États. Nous avons mangé sur le canapé, regardé un film, et je n'ai pas pensé à ma famille une seule fois. Enfin, peut-être une fois, mais ce fut bref. L'appel est arrivé le lendemain matin. Ma mère, pas un texte, un véritable appel téléphonique, ce qui signifiait qu'elle était soit inquiète, soit furieuse. Et avec Loretta, il y a environ une marge de 3% entre ces 2 émotions. Oliver, où étais-tu hier? Nous avons attendu. Ton père a découpé la dinde tard parce que nous pensions que tu étais coincé dans le trafic. Je lui ai dit que je ne venais pas. Elle a demandé pourquoi. J'ai dit, parce que je ne suis apparemment pas assez de la famille pour avoir une clé de la maison du lac, mais je suis assez de la famille pour être attendu à l'action de grâce. Ce calcul ne fonctionne pas pour moi, maman. Il y eut une longue pause. Puis elle a dit, c'est à propos de la maison du lac, Oliver? C'était il y a des mois. Tu dois laisser passer ça. Laisser passer ça. Elle l'a dit de la façon dont on dirait à quelqu'un d'arrêter d'être contrarié par une contravention de stationnement. Comme si le fait que la maison où j'avais passé chaque été significatif de mon enfance soit remise exclusivement à mon frère avec des restrictions de visite était quelque chose que j'aurais dû digérer en un après-midi et oublier. Je lui ai dit que je n'étais pas en colère. Je lui ai dit que j'avais terminé. Et il y a une différence. Les gens en colère crient, claquent les portes et reviennent. Les gens qui ont terminé s'en vont, tout simplement.
Elle n'a pas compris la distinction. Elle a commencé avec la culpabilité, tout le travail qu'elle avait mis dans le repas, à quel point mon père était déçu, comment Sutton avait même demandé de mes nouvelles. Ce dont je doutais car l'idée que Sutton se fait de demander de mes nouvelles était probablement quelque chose comme « Est-ce qu'Oliver vient ?» Parce que Jolene veut utiliser la belle porcelaine. Je lui ai dit que je l'aimais, mais que j'avais besoin d'espace. Elle a dit que j'étais puéril. J'ai dit, peut-être, mais au moins je suis honnête. Puis j'ai raccroché. Au cours des semaines suivantes, j'ai reçu quelques textes de mon père. J'en ai pas un adepte des textos. Ces messages ressemblaient à des transmissions télégraphiques. Oliver, appelle ta mère. Ta mère est contrariée. Cela a duré assez longtemps. Chacun d'eux ressemblait à un petit coup dans les côtes, me rappelant que dans ma famille, mon travail consistait à maintenir la paix, pas à avoir la paix. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Noël est venu et reparti. Je l'ai passé avec la famille de Waverly dans le nord de l'État de New York. Ses parents, Harlan et Roslyn, étaient le genre de personnes qui vous posaient des questions sur votre vie et écoutaient réellement les réponses. Harlan m'a serré la main et a dit, « Waverly dit que tu es bon pour elle. » C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Pas d'évaluation, pas de comparaison, pas de liste classée pour savoir quel gendre avait apporté le meilleur vin. Juste de l'acceptation. J'ai failli pleurer lors d'un dîner de Noël organisé par des gens que je connaissais depuis 8 mois. Cela devrait vous dire quelque chose sur la barre que ma propre famille avait fixée. En janvier, le silence entre moi et ma famille s'était calcifié. Ce n'était pas hostile. C'était juste vide, comme une pièce dont on a retiré les meubles. On peut encore la traverser, mais il n'y a rien sur quoi s'asseoir. Et puis quelque chose est arrivé qui a tout changé. Mon entreprise a décroché un contrat massif, le genre de projet qui n'arrive qu'une fois dans une carrière. Un développement à usage mixte sur le front de mer à Pittsburgh, 42 millions de dollars, et il voulait que je dirige l'équipe d'ingénierie structurelle. Mon patron, un gars nommé Coulter qui me soutenait depuis le premier jour, m'a appelé dans son bureau et m'a dit que c'était mon moment. Il a dit, « Oliver, tu as construit les visions des autres pendant 10 ans. Celle-ci portera ton nom. » Je suis rentré chez moi ce soir-là et je l'ai dit à Waverly. Elle a crié, vraiment crié avec les mains en l'air. Les voisins ont probablement pensé que quelqu'un avait gagné à la loterie. Et puis elle m'a regardé et a dit, « Je pense que nous devrions nous marier. » J'ai dit, « J'allais te demander cela. » Elle a dit, « Eh bien, je t'ai devancé. Fais avec. » Nous nous sommes fiancés ce soir-là autour de restes de cuisine chinoise, sans bague, sans genoux à terre et sans plan. Ce fut la plus belle nuit de ma vie. Et pour la première fois depuis des mois, je ne pensais pas à la maison du lac, à Sutton, à la liste ou à la tarte au citron meringuée de ma mère et à toutes les mauvaises nouvelles qu'elle prédisait. Je pensais juste à ce qui allait suivre. Et pour une fois, cela semblait vraiment, vraiment bien. Maintenant, j'aimerais vous dire qu'après les fiançailles, tout n'était que soleil et progrès, et que je n'ai plus jamais repensé à ma famille. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne quand on grandit en étant le second choix. Ces choses ne s'évaporent pas simplement parce que de bonnes choses commencent à arriver. Cela reste à l'arrière de votre esprit comme un bourdonnement sourd que vous ne pouvez pas tout à fait localiser. Le projet du front de mer m'a consumé. Des journées de 14 heures, des week-ends au bureau, des conférences téléphoniques avec des architectes, des urbanistes et des entrepreneurs qui avaient tous des avis sur les murs porteurs, les codes sismiques et si le hall devait avoir du marbre ou du béton poli. J'ai aimé chaque minute de cela. Pour la première fois de ma carrière, je ne soutenais pas le projet de quelqu'un d'autre. J'étais l'homme de la situation. Les décisions passaient par moi, et j'étais bon dans ce domaine. Pas parce que j'étais la personne la plus bruyante dans la salle, mais parce que j'étais la plus préparée. J'avais appris il y a longtemps que si on ne peut pas être le favori, on a intérêt à être le plus compétent. Il s'avère que c'est en fait une meilleure stratégie à long terme. Waverly et moi avons fixé une date de mariage pour septembre. Une petite cérémonie, rien d'extravagant. Nous avons choisi un vignoble à environ 1 heure de Pittsburgh qui avait cette magnifique terrasse en pierre surplombant la vallée. La famille de Waverly s'occupait de la majeure partie de la planification parce que Roslyn, sa mère, était le genre de femme qui pouvait coordonner une opération militaire déguisée en fête de jardin. Je n'avais qu'à me présenter, dire les bons mots et ne pas trébucher en remontant l'allée. Cela semblait gérable. La question que tout le monde posait, bien sûr, était de savoir si j'invitais ma famille.
Waverly ne m'a jamais mis la pression d'un côté ou de l'autre. Elle a juste dit, quoi que tu décides, je serai à tes côtés, ce qui est exactement le genre de choses qui donne envie d'épouser quelqu'un immédiatement sur le champ. J'y ai pensé pendant des semaines. Une partie de moi les voulait là, non pas parce que j'avais besoin de leur approbation, mais parce que je voulais qu'ils voient ce que j'avais construit sans eux, la carrière, la femme, la vie. Est-ce mesquin? Peut-être. Mais je pense qu'il y a une différence entre vouloir une vengeance et vouloir une reconnaissance. Je ne voulais pas blesser mes parents. Je voulais juste qu'ils me regardent et me voient réellement, pas l'autre, pas celui qui fait quelque chose avec des chiffres. Moi. Au final, j'ai envoyé une invitation à mes parents, pas à Sutton. J'ai écrit une courte note avec « J'aimerais que vous soyez là ». C'est important pour moi. Je n'ai pas expliqué la situation avec Sutton. Je n'ai pas reparlé de la maison du lac. J'ai simplement tendu l'invitation et j'en suis resté là. Ma mère a appelé 3 jours plus tard. Elle a dit qu'elle et papa aimeraient beaucoup venir, mais que ce serait blessant de ne pas inviter Sutton. J'ai dit que Sutton et moi ne nous parlions pas. Elle a dit, eh bien, c'est entre vous deux, mais c'est ton frère, Oliver. J'ai dit, et j'étais son frère quand il m'a envoyé une liste de dates approuvées pour visiter la propre maison de ma famille. Où était la loyauté familiale alors? Elle n'avait pas de bonne réponse à cela. Elle a dit qu'elle en parlerait à mon père et qu'elle reviendrait vers moi. Elle n'est jamais revenue vers moi. Ils ne sont pas venus au mariage. Laissez-moi le redire pour que cela soit bien clair. Mes parents ont choisi de ne pas venir à mon mariage parce que je n'ai pas invité le frère qui m'avait traité comme un étranger avec une réservation. Ils ont choisi Sutton encore une fois, comme toujours. Le soleil ne partage pas le ciel avec la lampe. Le mariage était quand même parfait. Waverly semblait avoir été sculpté dans le clair de lune et les bonnes décisions. Harlan l'a conduite dans l'allée et je jure que l'homme essayait si fort de ne pas pleurer que son visage semblait être en train de résoudre une équation compliquée. Rosselin a tout géré avec la précision d'une montre suisse. Mon témoin était Coulter, mon patron, qui a fait un discours qui a réussi à être drôle, touchant et légèrement inapproprié en même temps, ce qui est exactement ce que l'on veut d'un témoin. Mes parents m'ont manqué ce jour-là. Je mentirais si je disais le contraire, mais ils ne m'ont pas manqué assez pour que je les laisse utiliser mon mariage comme levier pour me forcer à revenir dans une dynamique familiale qui me faisait souffrir depuis 30 ans. Il y a une différence entre quelqu'un qui vous manque et la version d'eux que vous aimeriez qu'il soit qui vous manque. Après le mariage, les choses se sont accélérées. Le projet du front de mer est entré dans une phase critique, et je gérais une équipe de 23 ingénieurs. Le conseil municipal nous mettait la pression sur les délais. L'entrepreneur général était en retard sur la coulée des fondations, et il y avait environ 6 problèmes différents survenant à n'importe quel moment qui semblaient tous devoir mettre fin à ma carrière. Mais j'ai gardé la tête basse et j'ai résolu chacun d'entre eux. Coulter m'a dit une fois que la marque d'un grand ingénieur n'est pas qu'il n'a jamais de problème, mais qu'il les résout si discrètement que personne ne se rend compte qu'il y avait des problèmes en premier lieu. J'ai pris cela à cœur. En été, le projet était en avance sur le calendrier. Le promoteur, un gars nommé Emitra, qui avait plus d'argent que de personnalité, a pris l'avion depuis Chicago pour visiter le site. Il a passé 40 minutes avec moi, m'a posé environ 15 questions techniques que la plupart des promoteurs ne penseraient même pas à poser, puis m'a serré la main et a dit « Tu es quelqu'un de sérieux, Oliver. » 2 semaines plus tard, sa société m'a proposé un contrat de consultation pour leurs 3 prochains développements. Le genre de contrat avec un chiffre qui a fait halter mon comptable de manière audible lors d'un appel téléphonique. Waverly et moi avons acheté une maison. Pas n'importe quelle maison. Une maison de style craftsman avec 4 chambres dans un quartier que j'avais traversé pendant des années en pensant d'un jour. Un jour s'est avéré être un mardi ordinaire en août quand notre agent immobilier a appelé pour dire que les propriétaires avaient accepté notre offre. Waverly a peint la porte d'entrée en jaune parce qu'elle disait que chaque bonne maison a besoin d'une porte d'entrée jaune. Je n'ai pas discuté parce qu'elle avait raison, et aussi parce que j'avais appris que le fait que Waverly ait raison n'était pas une tendance, mais une constante universelle. J'étais heureux, sincèrement, profondément heureux. Et la chose étrange quand on est heureux après une longue période d'oubli, c'est que cela semble presque suspect au début, comme si vous attendiez que quelqu'un se présente pour vous dire qu'il y a eu une erreur, que cette vie était destinée à quelqu'un d'autre, quelqu'un comme Sutton. Mais personne ne s'est présenté. Cette vie était la mienne.
Je l'avais construite brique par brique, décision par décision, du petit matin jusqu'à tard dans la nuit. Et puis, de la manière dont la vie a de livrer l'ironie avec le timing d'un comédien, j'ai eu des nouvelles de Sutton. Pas directement, par l'intermédiaire de mon père. Jean, qui ne m'avait pas parlé depuis la non-invitation au mariage, m'a soudainement appelé un mardi soir. Sa voix avait ce ton graveleux et inconfortable qu'il prend quand Loretta lui a dit exactement quoi dire et qu'il le récite de mémoire. « Oliver, ton frère a besoin d'aide. La maison du lac a des problèmes. » J'ai failli rire. Pas parce que c'était drôle, mais parce que l'univers a un sens de l'humour qui frise le sadisme. La maison qu'ils ont donnée à Sutton. La maison dont je n'étais pas assez bon pour être copropriétaire. La maison pour laquelle j'avais besoin de dates approuvées juste pour une visite. Cette maison avait des problèmes. Et soudainement, devinez quel téléphone a sonné. La lampe dans le coin. C'est elle qui a sonné. Je n'ai pas dit oui. Je n'ai pas dit non. J'ai dit, raconte-moi ce qui s'est passé. Et j'ai écouté. Et ce que j'ai entendu était une histoire si prévisible que j'aurais pu l'écrire moi-même les yeux fermés. Voici ce qui est arrivé à la maison du lac. Sutton et Jolene, dans leur infinie sagesse, avaient décidé de la rénover. Pas seulement une nouvelle couche de peinture et de nouveaux rideaux. Je parle d'une rénovation complète. Ils ont arraché la cuisine d'origine. Ils ont enlevé les planchers en pin que grand-père Hank avait installés lui-même en 1978. Ils ont abattu un mur entre deux chambres pour créer une suite principale parce qu'apparemment la maison où 3 générations de notre famille avaient dormi confortablement n'était pas assez luxueuse pour le tableau de vision de Jolene. La rénovation était censée coûter environ 80 000 $. Elle a gonflé à 160 000, puis 200 000. Sutton avait contracté un prêt sur la valeur nette de sa propre maison pour la financer. Et quand cela a été épuisé, il a mis 40 000 supplémentaires sur des cartes de crédit. Jolene, qui parlait beaucoup d'immobilier mais n'avait apparemment jamais géré de projet de construction, n'arrêtait pas de changer les plans. Nouveau comptoir, carrelage différent. Oh, ajoutons une terrasse. En fait, prolongeons aussi le quai. Chaque changement coûtait 5 000 ou 10 000 $ de plus. Et l'entrepreneur qu'ils avaient engagé était le genre de gars qui disait oui à tout parce que chaque oui signifiait plus d'argent dans sa poche. Et puis l'entrepreneur a disparu, tout simplement. En plein milieu du projet. Il a pris leur dernier paiement d'étape, environ 35 000 $, et s'est volatilisé. Il a laissé la maison à moitié démantelée, avec la charpente exposée, sans cuisine fonctionnelle, avec une seule salle de bain en état de marche. Le magnifique porche qui penchait autrefois de manière charmante vers la gauche penchait maintenant de manière agressive vers la gauche parce qu'ils avaient touché au support de fondation pendant la rénovation et ne les avaient pas consolidés. La maison du lac de grand-père Hank ressemblait à une scène de crime. En plus de tout cela, l'entreprise immobilière de Sutton n'allait pas bien. Le marché s'était refroidi, ses commissions avaient baissé, et il se retrouvait maintenant avec environ 240 000 $ de dettes combinées entre la rénovation de la maison du lac et sa propre hypothèque. La famille de Jolene, ceux qui étaient censés tout savoir sur l'immobilier et l'investissement, n'avaient apparemment offert aucune aide financière. Il s'avère qu'il est facile de parler de capitaux propres quand c'est l'argent de quelqu'un d'autre qui est en jeu. Alors, Jean m'appelle, le fils qu'ils n'ont pas invité à la décision, qu'ils n'ont pas inclus dans la propriété et dont ils n'ont pas pris la peine d'assister au mariage, et me demande de l'aide. L'audace était presque magnifique dans sa symétrie. J'ai dit à mon père que j'y réfléchirais, et j'y ai réfléchi pendant environ une semaine, mais je ne me demandais pas s'il fallait aider Sutton. Je me demandais comment m'aider moi-même. Voyez-vous, voici ce que mon père ne savait pas. Je n'avais plus seulement un bon salaire. Le contrat de consultation de la société de développement des Mitra m'avait placé dans une position financière que je n'aurais jamais espéré avoir à 34 ans. Waverly et moi avions des économies, de réelles économies, le genre qui fait sourire votre conseiller financier au lieu de le faire grimacer. Et j'avais des relations. Mon travail à Pittsburgh m'avait permis de rencontrer des entrepreneurs, des inspecteurs, des avocats spécialisés en immobilier et des experts en propriété qui savaient réellement ce qu'ils faisaient. J'ai appelé un avocat immobilier nommé Sullivan Park. Sully, comme tout le monde l'appelait, était un gars avec qui j'avais travaillé sur le projet du front de mer lorsque nous avions eu un différend de zonage. Il était vif, efficace et avait ce genre de calme qui vous faisait sentir que tout allait bien se passer, même quand ce n'était absolument pas le cas.
Je lui ai expliqué la situation. Il m'a posé une question, est-ce que tu veux la maison? J'ai dit oui. Pas pour me venger. Pas pour prouver quelque chose. Je la voulais parce que c'était la maison de grand-père Hank et qu'elle méritait d'être entretenue par quelqu'un qui s'en souciait réellement, pas par quelqu'un qui la voyait comme un projet de rénovation pour du contenu sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, Jolene avait publié des photos de l'avancement de la rénovation sur ses pages jusqu'à ce que l'entrepreneur disparaisse, moment auquel les publications se sont mystérieusement arrêtées. Sully a exposé les options. Il a dit que la voie la plus propre était un achat direct. Si Sutton se noyait dans les dettes et que la maison était à moitié détruite, il serait peut-être prêt à vendre, surtout si l'alternative était de la perdre au profit des créanciers ou de la laisser pourrir. Mais Sully m'a averti que les transactions familiales sont compliquées et que je devais être stratégique. Alors, j'ai fait un plan. Première étape, j'ai fait appel à une inspectrice en bâtiment en qui j'avais confiance, une femme nommée Delaney Voss, pour évaluer la maison. Elle s'est rendue au lac Restone un mercredi, y a passé 4 heures et est revenue avec un rapport qui m'a donné envie de pleurer. Les dommages structurels causés par la rénovation ratée étaient importants. Les supports du porche étaient compromis. La plomberie avait été partiellement arrachée et jamais reconnectée correctement. Il y avait des dégâts d'eau dans le sous-sol à cause d'un problème de drainage que l'entrepreneur avait créé et jamais réparé. Delaney a estimé le coût pour terminer correctement la rénovation et réparer les dommages à environ $120 000. Elle a également estimé la valeur marchande actuelle de la maison dans son état présent à environ $90 000, soit moins de la moitié de ce qu'elle vaudrait si elle était intacte. Deuxième étape, j'ai appelé Coulter, non pas pour des conseils commerciaux, mais parce qu'il était ce qui se rapprochait le plus d'un mentor pour moi et j'avais besoin de quelqu'un pour me donner son avis sincère. Je lui ai dit ce que je pensais. Il a écouté, puis a dit, Oliver, achètes-tu une maison ou achètes-tu une conclusion pour tourner la page? J'y ai réfléchi et j'ai dit, les deux. Il a dit, alors assure-toi de négocier comme s'il s'agissait d'une affaire commerciale. La conclusion viendra après. Troisième étape, j'en ai parlé à Waverly. Elle savait à quel point cette maison comptait pour moi. Elle avait entendu les histoires sur grand-père Hank, sur le quai, sur les lucioles, sur les étés qui avaient façonné qui j'étais. Elle a regardé les chiffres, m'a regardé et a dit, récupérons ta maison. Ai-je mentionné que j'aime cette femme? Parce que j'aime vraiment cette femme. Quatrième étape, j'ai contacté Sutton, pas par l'intermédiaire de mes parents. J'ai débloqué son numéro et lui ai envoyé un texte, j'ai entendu dire que la maison du lac est en mauvais état. J'aimerais en parler, juste nous deux. Il m'a appelé dans les 20 minutes. Et pour la première fois en plus d'1 an, j'ai entendu la voix de mon frère. Il semblait différent, fatigué. La confiance avait disparu. Le Sutton qui m'avait envoyé une liste de dates de visite approuvées n'était pas le Sutton au téléphone. Ce Sutton avait peur. Il m'a tout raconté. L'entrepreneur, la dette, les cartes de crédit, les disputes avec Jolene. Il a dit qu'ils avaient parlé de vendre la maison, mais qu'ils ne trouvaient pas d'acheteur à cause de son état. Il a dit que la famille de Jolene leur avait fondamentalement dit qu'ils devaient se débrouiller seuls. Il a dit qu'il n'avait pas dormi correctement depuis des mois. Et voici la partie qui compte. Il ne s'est pas excusé. Pas une seule fois au cours de toute cette conversation, il n'a dit qu'il était désolé pour la liste, pour les dates approuvées, pour le fait que nos parents lui aient donné la maison en m'excluant. Il a parlé de ses problèmes, de sa dette, de son stress. Il n'a jamais reconnu que peut-être, juste peut-être, la raison pour laquelle j'entendais parler de cela était qu'ils m'avaient traité comme si je n'avais pas d'importance jusqu'à ce qu'ils aient besoin de moi. Je ne lui ai pas fait remarquer. Je n'en avais pas besoin. Pas encore. Je lui ai dit que j'aimerais faire une offre sur la maison. Il est devenu silencieux. Puis il a dit, tu veux l'acheter? J'ai dit, je veux qu'elle redevienne ce qu'elle était, la maison de grand-père Hank, mais je dois en être le propriétaire pour faire cela. Il y eut une longue pause. Il a dit qu'il en parlerait à Jolene. J'ai dit, prends ton temps. Et puis j'ai attendu parce que je savais exactement comment cela allait se passer. Sutton allait lutter avec sa fierté pendant quelques jours. Jolene allait faire le calcul et réaliser qu'il n'avait plus d'option. Et finalement, le téléphone sonnerait. Il a sonné 4 jours plus tard. D'accord, a dit Sutton, parlons chiffres. J. Et souris, non pas parce que j'avais gagné, mais parce que la maison de grand-père Hank allait enfin revenir à la maison.
J'ai laissé Sully tout gérer. Il a rédigé un accord d'achat propre, équitable et complètement blindé juridiquement. J'ai offert 95 000 $ à Sutton pour la propriété, ce qui était 5 000 $ au-dessus de la valeur marchande estimée par Delaney compte tenu de son état. Je n'essayais pas de sous-estimer mon frère. Je n'essayais pas de l'humilier. Je voulais que la transaction soit légitime, et je voulais qu'il reparte avec assez d'argent pour au moins commencer à se sortir de sa dette. Sully a inclus une clause obligeant Sutton à divulguer tous les privilèges en suspens et toutes les obligations restantes envers les entrepreneurs. Il s'est avéré qu'il y avait 2 privilèges de fournisseurs de matériaux que l'entrepreneur n'avait pas payés. Sully les a résolus avant la clôture de la vente. Sutton a signé les papiers un jeudi après-midi au bureau de Sully à Pittsburgh. J'étais là. Jolene n'y était pas. Sutton m'a dit qu'elle ne voulait pas venir, ce que j'ai interprété comme le fait que Jolene ne voulait pas regarder la maison qu'elle avait vidée pour son fantasme de rénovation être remise au beau-frère qu'elle avait passé des années à rabaisser subtilement. Je ne peux pas lui en vouloir de ne pas être venu. Quand Sutton a signé la dernière page, il m'a regardé, m'a vraiment regardé, et pendant une seconde, j'ai vu l'enfant avec qui j'attrapais des lucioles. L'enfant qui me mettait au défi de sauter du quai. L'enfant qui avait un jour mangé un pot entier de beurre d'arachide sur un pari, puis avait vomi derrière le hangar à bateau pendant que je riais si fort que je ne pouvais plus respirer. Il a dit, « J'ai tout gâché, n'est-ce pas ?» J'ai dit, « Oui, tu as tout gâché. » Il a hoché la tête. Puis il a dit, « J'aurais dû la partager avec toi dès le début. Cette liste que je t'ai envoyée, je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Jolene disait que nous avions besoin de limites avec la propriété et je l'ai juste suivi. J'aurais dû lui dire non. Ce n'était pas une excuse complète. C'était plutôt un aveu, mais c'était la première chose honnête que Sutton me disait depuis plus de 2 ans. Et je préférerais toujours l'honnêteté au vernis. Je ne l'ai pas serré dans mes bras. Je ne lui ai pas dit que c'était de l'histoire ancienne parce que ce n'était pas le cas. La confiance n'est pas un interrupteur. On ne peut pas la rallumer juste parce qu'on se sent mal de l'avoir éteinte. Mais je lui ai serré la main et j'étais sincère. Ensuite, je me suis mis au travail sur la maison. J'ai engagé un entrepreneur nommé Boyd Whitfield, un homme que Delaney m'avait recommandé et qui se spécialisait dans les projets de restauration. Boyd avait la cinquantaine, des mains comme des gants de receveur et parlait par phrases courtes et affirmatives qui vous faisaient croire chaque mot. La rénovation a pris 5 mois. Je me rendais au lac chaque week-end pour vérifier l'avancement, et la plupart des week-ends, Waverly venait avec moi. Nous nous asseyions sur des chaises de jardin empruntées là où se trouvait autrefois le porche et nous mangions des sandwichs pendant que l'équipe de Boyd martelait et sciait, remettant lentement la maison de grand-père en état. Je n'ai pas essayé de la moderniser. Je n'ai pas essayé d'en faire quelque chose qu'elle n'était pas. Nous avons restauré la cuisine selon son agencement d'origine. Nous avons trouvé un plancher en pin qui correspondait à ce que grand-père Hank avait installé et nous l'avons reposé. Nous avons reconstruit le porche avec le même genre de planche de cèdre. Et oui, il penche toujours un tout petit peu vers la gauche parce que certaines imperfections ne sont pas des défauts, elles sont du caractère. Nous avons réparé le quai. Nous avons remplacé la plomberie. Nous avons isolé correctement, mis à jour le câblage et donné à l'ensemble une nouvelle couche de la même peinture vert forêt qu'elle portait depuis les années 80. Quand ce fut terminé, je me suis tenu sur le quai au lever du soleil, le même quai sur lequel je m'étais assis le lendemain des funérailles de grand-père Hank, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. J'ai eu l'impression d'être exactement là où j'étais censé être. Le coût total de l'achat et de la rénovation s'est élevé à environ 215 000 $. La valeur d'expertise de la maison terminée était d'un peu plus de 310 000 $. Mais la valeur n'était pas la question. Le point important était que la maison du lac de Hank et de là était de nouveau vivante. Pas comme un investissement immobilier, pas comme un décor de réseaux sociaux, mais comme un foyer. Maintenant, voici le moment où mes parents reviennent dans l'histoire. Les nouvelles voyagent vite quand on achète une maison à son frère, surtout dans une famille où personne ne se parle directement, mais où tout le monde parle des uns et des autres. Ma mère a appris l'achat environ 9 minutes après qu'il ait eu lieu, ce qui signifie que Sutton l'a appelé depuis le parking du bureau de Sully. Elle m'a appelé ce soir-là. La conversation s'est déroulée à peu près comme on pouvait s'y attendre. Oliver, j'ai entendu dire que tu as acheté la maison du lac à Sutton. C'est vrai. Je ne comprends pas. Pourquoi as-tu fait cela? Parce que quelqu'un devait s'en occuper, maman.
Et la personne à qui vous l'avez donné ne l'a pas fait. Un long silence a suivi. Puis, ce n'est pas juste, Oliver. Nous ne savions pas que la rénovation se passerait mal. Non, mais vous saviez quand vous la lui avez donnée que vous m'excluiez. C'était un choix. Et maintenant, je fais le mien. Elle a essayé quelques autres approches. Elle a dit que j'étais rancunier. Je lui ai dit que j'avais payé au-dessus de la valeur marchande et que j'avais offert une bouée de sauvetage à mon frère alors qu'il se noyait dans une dette créée par ses propres décisions. Ce n'est pas de la rancœur. C'est de la générosité avec des limites. Elle a dit que j'essayais de la punir, elle est papa. J'ai dit que je ne pensais pas du tout à eux quand j'ai pris la décision, ce qui était vrai, mais qui l'a visiblement frappé plus fort que n'importe quoi d'autre que j'aurais pu dire. Finalement, elle a demandé, alors, que se passe-t-il maintenant? Vas-tu nous envoyer une liste de dates de visite approuvées? Et je dois lui accorder cela, car c'était la première fois que ma mère reconnaissait ce que la liste de Sutton signifiait réellement. Elle savait que c'était cruel. Elle l'avait toujours su. Elle n'avait simplement pas voulu s'en occuper. Je lui ai dit, non, maman. La porte est ouverte. Elle a toujours été ouverte. C'est ça la différence. C'était il y a environ 4 mois. Voici où en sont les choses maintenant. La maison du lac est terminée. Waverly et moi y allons la plupart des week-ends de mai à septembre. Nous avons acheté un canoë. Je pêche sur le quai le matin comme je le faisais avec grand-père Hank. Les grenouilles chantent toujours la nuit et la porte moustiquaire grince toujours, et tout l'endroit sent le cèdre, l'eau du lac est quelque chose que je ne peux décrire que comme étant chez soi. Mes parents sont venus passer un week-end en août. C'était gênant au début. Mon père s'est assis sur le porche et n'a pas dit grand-chose, ce qui est le comportement standard de Jean, mais à un moment donné, il a regardé le lac et a dit « Hank aurait aimé ce que tu as fait ici ». C'est ce qui se rapproche le plus d'une expression émotionnelle que Jean ait jamais produite. Et je l'ai pris pour ce que c'était. Ma mère a apporté sa sauce au canneberge. Elle avait toujours le goût d'acide de batterie sucrée. J'en ai mangé 2 portions et je lui ai dit que c'était délicieux, parce que certains mensonges sont des actes d'amour. Sutton est venu une fois sans Jolene. Lui et moi avons sorti le canoë et n'avons pas beaucoup parlé. Nous avons juste pagayé dans l'anse comme nous le faisions quand nous étions enfants. Quand nous sommes revenus au quai, il a dit, cela m'avait manqué. J'ai dit, moi aussi. Et je le pensais. Nous ne sommes pas réconciliés. Nous ne sommes pas revenus à la normale. Je ne sais pas si nous le serons jamais, mais nous nous parlons avec précaution, honnêtement, comme 2 personnes qui construisent quelque chose de nouveau au lieu d'essayer de réparer quelque chose de brisé. Quant à Jolene, elle et Sutton sont toujours ensemble, mais j'entends dire que les choses sont tendues. Je ne vais pas prétendre que cela ne me donne pas un tout petit peu de satisfaction, mais je ne souhaite pas non plus leur échec. Les gens font des choix. Les choix ont des conséquences. Ce n'est pas de la vengeance. C'est juste de la physique. Waverly est enceinte. Nous l'avons appris il y a 2 semaines. Elle me l'a annoncé en me tendant une minuscule canne à pêche et en disant, tu vas en avoir besoin d'une autre. Je me suis tenu dans notre cuisine avec une canne à pêche miniature de 4 pouces à la main et j'ai pleuré comme si j'auditionnais pour un drame télévisé. Nous parlons déjà de passer nos étés au lac, d'apprendre à notre enfant à pêcher sur le quai, d'attraper des lucioles sur le porche, de faire toutes les choses qui ont fait de moi qui je suis dans l'endroit qui m'a formé. Grand-père Hank m'a dit une fois que la maison du lac serait toujours là pour moi. Il avait raison. Il m'a juste fallu un peu plus de temps pour retrouver mon chemin, mais je suis là maintenant. Le porche penche toujours vers la gauche. Le quai grince toujours. Et la porte est ouverte. Elle est toujours ouverte. C'est ça la différence.